très habitué de ces micros. Bonjour, donc je m'appelle Nicolas Roussel, je suis chercheur en informatique chez Inria à Lille. Donc moi je viens du monde académique, donc je suis assez basique. On m'a demandé si je pouvais parler de lien ou de mouvement, donc je vais vous parler de mouvement. Et comme je suis informaticien, je vais vous parler d'informatique. Et puis comme ça fait longtemps que je n'ai pas enseigné, je vais vous faire un cours. Et il y aura des exercices à la fin pour la semaine prochaine. Donc mon domaine de recherche est l'interaction homme-machine. Et l'interaction homme-machine, c'est la science des phénomènes qui se produisent quand une ou plusieurs personnes utilisent un ou plusieurs systèmes informatiques. Et donc notre travail aux chercheurs en interaction homme-machine, c'est de comprendre ces phénomènes et puis d'essayer de les améliorer. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de mouvements, et de deux types de mouvements en fait. D'une part, les mouvements physiques, et puis aussi le mouvement au sens courant de pensée. Donc le mouvement physique, on peut le définir en disant que c'est un déplacement dans l'espace d'un corps ou de partie d'un corps. Et donc quand on fait de l'interaction homme-machine, du coup, on va s'intéresser soit au déplacement de la machine, soit au déplacement de l'homme. Alors c'est homme avec un H majuscule, hein, pour la parité. C'est parce que humain, ça fait toujours un peu bizarre. Et machine, quand je dis machine, c'est n'importe quel système informatique, en fait. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les mouvements humains et la manière dont ils sont pris en compte dans les machines, donc dans les systèmes informatiques. Alors on a toute une batterie de technologies qui existent aujourd'hui pour capter et interpréter les mouvements humains. Et ces technologies se présentent généralement sous la forme d'objets qu'on tient dans sa main, ou qu'on porte sur soi, ou qu'on touche, ou qu'on place dans notre environnement immédiat. Donc, par exemple, dans le domaine du jeu vidéo, la Wiimote, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la manette de la console Wii de Nintendo. C'est un truc qui ressemble un peu à ça, mais qui est blanc. Donc c'est un exemple d'objet qu'on tient dans la main et qui va détecter les mouvements qu'on fait avec pour les transmettre à la console de jeu. Les smartphones, les tablettes, toutes ces choses-là qu'on a dans nos poches ou dans nos sacs, c'est aussi un exemple d'objet qu'on tient et qu'on touche et qui est capable de détecter les mouvements qu'on fait avec et les mouvements qu'on fait sur leur surface. Et puis des objets comme le Kinect, pour rester dans le jeu vidéo, qui est le périphérique de la console de jeu Xbox de Microsoft. Donc c'est un objet que vous placez dans votre environnement, typiquement sous votre téléviseur, et qui va être capable de détecter les mouvements que vous faites face à lui. Alors derrière tous ces objets, en fait, il y a à peu près toujours le même genre de technologie. Donc on va retrouver par exemple de la lumière infrarouge, projetée ou générée par des diodes, des caméras qui vont chercher cette lumière infrarouge dans l'environnement. Donc il y en a une au bout de la Wiimote, par exemple. Des accéléromètres, des gyroscopes pour mesurer les déplacements linéaires et les rotations des objets tenus, par exemple. Et donc tout ça, c'est pour la partie électronique, on va dire. Et en plus de ça, évidemment, il y a du logiciel avec des méthodes parfois très sophistiquées qui sont implémentées dans ces appareils, par exemple de vision par ordinateur ou d'apprentissage automatique. Donc en fait, il y a beaucoup d'intelligence qui est mise dans ces objets. Donc on a toute cette batterie de technologies qui est à notre disposition pour mesurer et essayer d'interpréter les mouvements humains, mais finalement la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi faire ? Pourquoi veut-on mesurer le mouvement humain ? Pourquoi est-ce qu'on bouge finalement ? Pourquoi on se déplace ou pourquoi on déplace des parties de notre corps ? Donc la première raison pour laquelle on se déplace, c'est pour se déplacer justement. Quand on rentre sur scène ou qu'on en sort, on se déplace. D'accord. Bon, une fois ça mis à part, qu'est-ce qu'on fait avec le mouvement ? On fait en gros 3 grandes catégories de choses. On bouge pour mieux percevoir ce qui est autour de nous. On bouge pour communiquer avec des choses qui sont autour de nous. Et puis on bouge pour agir sur des choses autour de nous. Et donc on va regarder ces 3 catégories-là, une par une. Alors, d'abord, le mouvement comme moyen de perception. Donc, si je veux voir plus précisément quelque chose, typiquement, je m'en approche. Ou si je ne vois pas bien quelque chose qui est un peu loin, je vais me décaler pour changer de point de vue. D'accord. Si on me donne un objet et que je ne sais pas trop ce que c'est ni en quoi il est fait, je vais toucher l'objet, puis je vais éventuellement explorer sa surface pour me faire une idée de ce que c'est. Donc, tout ça, c'est des mouvements qui visent à percevoir mieux les objets ou l'environnement. Et c'est des mouvements qui sont très peu pris en compte dans les systèmes informatiques aujourd'hui. Donc là, je vois certains trucs sur l'écran. Là, je peux m'approcher tant que je veux. Je ne verrai pas tellement différemment que ce que je vois de loin. C'est-à-dire, je le vois de plus près, mais je ne vois pas vraiment plus de détails, par exemple. Et les écrans tactiles de nos tablettes et smartphones, plein de choses sont affichées dessus, notamment des boutons, mais vous pouvez toucher tout ce que vous voulez sur l'écran, vous ne sentirez jamais rien que du vert, vous ne sentez pas les objets qui sont dessinés dessus. D'accord ? Alors ça, c'est vrai jusqu'à aujourd'hui, c'est en train de changer. Donc il y a des gens, dont moi, qui ont travaillé sur des systèmes qui changent ce qui est affiché en fonction de la distance, par exemple.
Et puis, il y a des gens, notamment à l'Université de Lille, qui travaillent sur des solutions pour faire du retour tactile sur les écrans tactiles, pour que peut-être demain, on puisse sentir les boutons qu'on voit, mais qu'on ne sent pas aujourd'hui. Donc ça, c'était pour le mouvement moyen de perception. Alors, donc, deuxième type de mouvement qu'on fait régulièrement, c'est le mouvement comme moyen d'expression. Et le premier, alors oui, mouvement humain, souvent, comme ça passe par les mains, on va parler de gestes. Et donc un geste très simple qu'on fait pour exprimer quelque chose, c'est un geste de pointage ou un geste de désignation. Donc on peut montrer quelqu'un du doigt, ça se fait pas, donc je vais le faire avec quelqu'un que je connais, ça se fait mieux déjà. Donc on peut montrer quelqu'un du doigt, on peut désigner du regard aussi, ça marche aussi. On peut désigner par la parole en nommant la personne, d'accord ? Donc le mouvement marche aussi pour désigner, et c'est un geste donc expressif ou communicatif. Après, derrière, on peut communiquer d'autres choses par le mouvement. On peut dire « toi, tu sors », par exemple, d'accord ? Ou alors « toi et moi, on se téléphone ». Et on peut comme ça développer plein de codes, où par des gestes, on va pouvoir communiquer des choses. Donc ce qu'il y a, c'est que c'est un mode de communication, et donc il faut développer un vocabulaire, une grammaire, savoir quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on finit, et puis à qui on s'adresse. Et donc quand on veut reconnaître ce genre de mouvement par des systèmes informatiques, eh ben, on a ces deux problèmes-là, c'est de savoir quand est-ce qu'on commence à essayer de reconnaître, quand est-ce qu'on s'arrête, à qui on s'adresse aussi. Parce que s'il n'y a qu'un seul ordinateur dans la pièce, il peut penser que c'est toujours à lui qu'on parle. S'il y en a plusieurs, ça se complique. Puis il se trouve que souvent, il y a quand même aussi des humains dans la pièce. Et donc si je fais un mouvement qui s'adresse à mes enfants, mais qu'il y a 3 ordinateurs dans la pièce qui croient que c'est à eux que je suis en train de parler, ça va être un peu compliqué. Donc savoir quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on finit, à qui on s'adresse. Et puis il faut développer le vocabulaire. Donc il faut trouver des gestes qui vont être compréhensibles par les machines, et puis si possible que ces gestes ne soient pas des gestes qu'on fait dans la vie de tous les jours. Alors par exemple, je pourrais dire, tiens, si je fais un truc comme ça, là, voilà, et bien c'est pour allumer la télé. Alors le problème, c'est que d'abord, il faut être assez souple, et puis des gestes comme ça, on ne peut pas forcément en inventer une cinquantaine, ou alors ça va être difficile de s'en souvenir, et ça, les gens ne sont pas forcément prêts à faire ce travail d'apprentissage. Donc la troisième catégorie de mouvement, c'est le mouvement pour agir sur l'environnement. Donc souvent ce qu'on fait une fois qu'on a désigné quelque chose, donc soit c'est une entité qui comprend ce qu'on peut lui dire et donc on peut lui dire fais quelque chose, ou alors c'est un objet ou de la matière inerte et dans ce cas-là on va agir dessus. Donc je peux aller attraper un objet, le déplacer, l'ouvrir, le fermer, le tirer, le manipuler. Donc manipuler, c'est quand on a ses doigts sur l'objet. Et donc quand j'interagis avec ce qui est sur l'écran de mon smartphone, je manipule les choses, puisque j'ai les doigts dessus. Quand je fais des gestes devant un Kinect et que je touche rien, en fait, je suis plutôt dans un mode de communication, pas dans un mode d'action directe ou de manipulation. Alors là, je vais vous parler d'un périphérique extraordinaire que vous connaissez tous, mais dont vous ne soupçonnez pas à quel point il est extraordinaire, en fait. Donc c'est la souris. Alors la souris, ça a été inventé dans les années 1960. Ça a été popularisé dans les années 1980-1990. Vous l'utilisez depuis très longtemps, mais vous êtes-vous déjà demandé en fait, comment ça fonctionne une souris, ce qu'il y a derrière, et pourquoi ça marche, pourquoi on arrive à faire tant de choses sur un ordinateur de type bureau ou un ordinateur portable avec une souris, par exemple. Alors, en fait, la souris, c'est un dispositif parfaitement conçu pour faire du pointage. Alors, la souris que je vous montre là, c'est une souris un peu spéciale, c'est une souris pour gamers, donc pour les gens qui passent beaucoup de temps à jouer et donc qui utilisent la souris pendant de longues heures. Donc elle a une forme qui est particulièrement ergonomique, ça ne se voit pas forcément vu du dessus. Elle a un capteur qui est à très haute résolution, donc qui peut mesurer des déplacements de l'ordre du centième ou du millième de millimètre, et avec 1000 fois par seconde. Donc des déplacements très fins et très souvent. Elle a, alors on le voit un petit peu sur le côté, il y a des petites masses qu'on peut insérer dans le corps de la souris pour ajuster son poids, parce que quand c'est quelque chose qu'on utilise pendant très longtemps, on a envie qu'elle soit plus ou moins légère. Après, il y a des tapis spéciaux qu'on peut mettre dessous pour que ça glisse plus ou moins. Et alors tout ça, c'est la partie matérielle, la partie visible de la souris. Puis après, il y a une autre partie que vous ne voyez pas, qui est ce qui se passe dans l'ordinateur quand vous bougez la souris. Donc quand vous bougez votre souris de 1 cm vers la droite, je ne suis pas sûr que vous vous soyez déjà demandé de combien ça bouge à l'écran. Et en fait, la réponse est ça dépend. Ça dépend si vous bougez vite ou pas vite. Donc si vous bougez lentement, ça va bouger peu sur l'écran. Et si vous bougez vite, ça va bouger très loin sur l'écran.
Et la raison, c'est pour que vous puissiez faire des mouvements à la fois précis et puis en même temps des mouvements très amples à l'écran, mais sans forcément devoir faire des mouvements très amples physiquement. Sinon, vous seriez obligé d'avoir des bureaux de 2 mètres de large vu la taille des écrans d'aujourd'hui, quoi. D'accord. Et alors, en fait, ce truc-là qui fait le lien entre le mouvement physique que vous faites sur votre table et puis le mouvement qui se passe à l'écran, ça s'appelle une fonction de transfert. Et avec Géry Casier, qui est un collègue de l'Université de Lille, on s'est intéressé à ça depuis quelques années et on a découvert des trucs fantastiques sur des différences entre les systèmes suivant les ordinateurs qu'on utilise, les limites de ces fonctions et quelques idées sur comment on pourrait en concevoir de nouvelles. Donc il y a toute une science en fait là-dedans qui est en train de se développer sur comment faire pour concevoir ces fonctions de transfert de la manière la plus adaptée à certaines tâches. Alors la souris, c'est aussi un dispositif parfaitement conçu pour la manipulation. Et déjà, le premier point intéressant, c'est que les deux sont dissociés. C'est-à-dire qu'à la souris, vous pouvez pointer un objet à l'écran sans agir dessus. Chose qui est difficile à faire sur un écran comme ça, où dès que vous mettez votre doigt sur un bouton, en général, ça déclenche l'action qui est derrière le bouton. Et alors, à quoi ça sert de pouvoir désigner un objet sans agir dessus ? Ça sert par exemple à savoir ce que ça fait. Donc les tooltips ou les infobulles en français qui s'affichent sur les boutons sur votre écran quand vous amenez la souris dessus et qui vous disent ce que vous allez pouvoir faire si vous cliquez sur l'objet, c'est parce qu'on a dissocié le pointage de l'action. Un autre bon point pour la souris, c'est qu'elle a plusieurs boutons. Donc ça, c'est un cas extrême. Elle en a, je ne sais plus combien, 5, 6, 7. Plus la molette qui est spéciale pour le défilement. Et ça veut dire qu'avec le même genre d'action physique, mais en changeant de bouton, vous allez pouvoir déclencher différentes actions dans le monde informatique. Et ça résout le problème que je donnais tout à l'heure de comment je construis mon vocabulaire, comment je choisis mes gestes. Là, l'idée, c'est que je change de geste en changeant de bouton, finalement. Et puis, évidemment, vous pouvez faire des double-clics, des triple-clics, des demi-clics. Et ça renforce encore ça augmente encore le nombre de possibilités. Alors pourquoi je vous parle de la souris en fait parce que ça renvoie pour moi à cette phrase de Rex Heffman donc, qui dit en gros que quelque chose de bien conçu, ça ne saute pas forcément aux yeux du premier coup. Les choses qui sont bien conçues, comme quand on les utilise, tout se passe bien, et tout se passe comme on aimerait que ça se passe, on a tendance à penser que c'est normal et on ne comprend pas spécialement pourquoi cette chose est fantastique. Et la souris, c'est un peu ça. Vous l'utilisez tous depuis sans doute très longtemps et vous n'avez jamais pensé comment ça marche. Et en fait, moi je vous le dis, ça marche super bien. Ça marche extrêmement bien. Et ça marche beaucoup mieux que tout un tas d'autres dispositifs, dont ceux que j'ai parlé tout à l'heure, la Wiimote, le Kinect, ou tout un tas d'autres trucs, pour un grand ensemble de tâches. Donc évidemment, il y a des choses qu'on peut faire de manière plus confortable sur ce genre de dispositif que assis sur un bureau avec un clavier et une souris. Mais c'est juste pas les mêmes choses, quoi. Donc, ce qui m'amène à la partie de la présentation sur le mouvement au sens courant de pensée. Et là, je vais vous parler de plusieurs idées reçues, on va dire, sur le développement de l'informatique et en particulier de tout ce qui touche à l'interface homme-machine et à l'interaction homme-machine. Donc la première idée qu'on entend souvent, c'est qu'à chaque fois qu'un nouveau dispositif sort, forcément, il va remplacer tous ceux d'avant. Et donc moi je crois que c'est fondamentalement faux cette histoire-là. Donc la souris et le clavier ont encore de grandes heures devant eux parce que tout bêtement on n'a pas fait mieux qu'un clavier physique pour taper du texte. Moi je prédis qu'on ne fera pas beaucoup mieux, voire jamais mieux qu'une souris pour pointer efficacement à la fois très vite, très loin et en même temps très finement. Et donc toutes ces nouvelles interfaces qui apparaissent et qui tirent parti de mouvements libres dont on dit qu'ils sont plus simples, plus naturels, plus intuitifs, c'est des choses qui viennent compléter la souris, le clavier et ce qu'on avait déjà. Ce n'est pas des choses qui vont forcément les remplacer. Et même, je pense qu'ils ne les remplaceront pas. Là, j'ai parlé de simple, naturel et intuitif. Ça m'amène à ma deuxième question. Donc ça, c'est les travaux pratiques pour la semaine prochaine. Il faut réfléchir sur tout ça. Donc l'informatique doit-elle être simple, intuitive et naturelle ? Donc ça fait des années qu'on nous dit que c'est vers ça qu'il faut aller. D'accord ? C'est un argument de vente fantastique. Et moi, je pense que c'est une grosse erreur, en fait. Il n'y a pas de raison. D'accord. Faire ses lacets, c'est compliqué. Lire, c'est compliqué. Écrire, c'est compliqué. Compter, c'est compliqué. Jouer au tennis, jouer de la guitare, faire du ski, conduire une voiture, c'est super compliqué. Et on a tous passé un temps impressionnant à apprendre à conduire, à jouer de la musique, à faire du sport, à faire ses lacets. C'est juste qu'on ne s'en souvient pas. Parce qu'une fois qu'on l'a appris, avec suffisamment de pratique, on fait ça naturellement. Alors pour le coup, j'utilise ce mot que j'aime pas, naturel.
Et donc le matin, quand vous emmenez vos enfants à l'école, vous écoutez la radio, vous leur parlez, tout en regardant un tout petit peu dans le rétroviseur si le poids lourd de 2 tonnes qui arrive à 80 derrière vous ne va pas vous percuter. D'accord ? Et vous n'avez pas l'impression de prendre un risque phénoménal, parce que vous avez intégré tout un tas de choses dans la conduite de la voiture. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la voiture n'est pas spécialement intelligente aujourd'hui. Il y a plein de trucs intelligents dans la voiture, mais dans la conduite de la voiture, il n'y a pas tant d'intelligence que ça quand même. Donc pourquoi on est prêt à passer un temps colossal à apprendre tout un tas de choses qu'on va utiliser un peu de temps en temps et qu'on n'est pas prêt à passer ne serait-ce que 3 minutes à apprendre le fonctionnement d'un dispositif comme celui-là ou comme un ordinateur portable ou n'importe quel autre système informatique qu'on risque d'utiliser beaucoup plus souvent que sa mobilette, sa voiture ou sa guitare. Donc ça c'est quelque chose que je ne comprends pas, moi. J'ai parlé aussi déjà plusieurs fois d'intelligence, donc ça c'est une autre question intéressante, c'est où est-ce qu'on veut l'intelligence en fait. Donc on peut fabriquer des systèmes très intelligents, très sophistiqués, qui implémentent des algorithmes très compliqués pour détecter ce qu'on veut faire, essayer de deviner ce qu'on veut faire et le faire à notre place. Ça c'est une façon de faire de l'informatique. On peut aussi se demander si on ne peut pas fabriquer des outils informatiques qui, au lieu d'être intelligents, permettent aux gens d'exprimer au mieux leur intelligence, voire, soyons fous, même de la développer. Et donc moi, je préférais qu'on aille vers ça. Et donc pour conclure, je vous montre une photo de ma tasse à café que j'utilise tous les jours. Sur cette tasse à café, vous voyez Thor, le dieu de la mythologie nordique, et dans sa main gauche, il tient Mjolnir, son marteau. Donc écrire Mjolnir, c'est un exercice difficile en soi, et c'est un bon exercice justement pour renvoyer à cette idée que tout ne doit pas forcément être simple. Donc Mjolnir, c'est un marteau fantastique. Il déclenche la foudre, on peut voler avec. Quand on le lance, il revient dans la main de celui qui l'a lancé. Donc il donne des pouvoirs du dieu du tonnerre à celui qui le tient. Mais il y a juste un truc, c'est que en fait, tout le monde ne peut pas le soulever, Mjolnir. Il faut en être digne, ça se mérite. D'accord ? Et pourtant, c'est qu'un marteau. Ce n'est pas un truc intelligent qui agit à la place de celui qui le possède. C'est juste un outil, mais c'est un outil qui se mérite. Et je pense que ça illustre assez bien ce vers quoi je pense qu'il faudrait aller, c'est-à-dire des outils informatiques qui exploitent au mieux nos capacités de perception, de contrôle, d'apprentissage, qui ne font pas forcément grand-chose, voire qui ne font rien en eux-mêmes, mais, et pour lesquels on est prêt à investir quand même un peu de notre temps pour les mériter. Voilà, je vous remercie de votre attention.